raconte. Christophe Ondelatte. J'ai choisi de vous raconter quelques histoires américaines que j'avais gardées sous le coude pendant quelques années. Et aujourd'hui, je vais vous raconter probablement la plus grande affaire criminelle de l'histoire des États-Unis, l'affaire O.J. Simpson, une star du football américain qui se retrouve accusé d'avoir assassiné sa femme, et au passage d'ailleurs un autre qui passait par là. Dans l'enquête, tout l'accuse, les preuves sont accablantes, et pourtant il va être acquitté. Et c'est une histoire que j'ai choisi de débriefer avec un journaliste d'une radio certes concurrente, mais qui est avant tout un ami, Frédéric Carbone de France Info, ancien correspondant aux États-Unis. Voici l'affaire O.J. Simpson, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. La scène se déroule le 12 juin 1994 au soir, dans le quartier très chic de Brentwood, à Los Angeles, aux États-Unis. Et pour vous dire comme c'est chic, c'est là que vivent Schwarzenegger, Spielberg, Cindy Crawford et O.J. Simpson, le célèbre footballeur. Et là, bien sûr, on parle de football américain, larges épaules, grillage devant le visage et ballon ovale. Il est 22h25 et justement, devant chez Simpson, attend une limousine et un chauffeur, Alan Park. On lui a commandé une course pour l'aéroport. Et il est un peu intimidé parce qu'il est fan d'O.J. Simpson, le footballeur et aussi le comédien qu'on a vu dans La Tour Infernale. Il sort de sa voiture, il ajuste sa veste et il sonne à l'interphone. Rien. Il sonne à nouveau, toujours rien. Il sonne encore, pas de réponse. Alors il appelle son boss. « Allô, patron ? Je suis devant chez lui. J'ai sonné, ça ne répond pas. » « Mais si, O.J. est toujours en retard, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça les stars. » C'est à ce moment-là qu'Alan Park entend un bruit et voit une ombre glisser dans la nuit et rentrer chez Simpson. Un grand, peut-être un noir, massif en tout cas. Du coup, il ressort, il sonne à nouveau et là il entend une voix qui lui répond, une voix qu'il connaît bien. O.J. Simpson lui-même. « Oui, j'arrive. Je me suis endormi, désolé. » Et le voilà. Il arrive avec à la main un sac Gucci et un autre sac plus petit, noir. Dans la voiture, il bavarde. « Excusez-moi, monsieur Simpson, de vous demander ça, mais est-ce que je pourrais avoir un autographe ?» Et O.J. Simpson sourit et il accepte. Il est vraiment sympa, ce type. Pendant ce temps, à Brentwood, un chien hurle à la mort. On l'entend dans tout le quartier. Ce chien, un voisin le trouve devant le portail d'une grande villa. « Bah alors, Pépère, c'est toi qui fais tout ce boucan ? Mais qu'est-ce que t'as sur les pattes ?» Du sang. La chienne a du sang sur les pattes. Il remonte les traces rouges qu'elle a laissées sur le sol et à travers les grilles, il aperçoit 2 corps sur le perron. Il appelle la police et 2 minutes plus tard, les détectives débarquent, toutes sirènes hurlantes. Ils pénètrent dans la villa. C'est un massacre. Il y a du sang partout. Et sur le mur, des photos de la victime avec la star du football américain. Mon Dieu, mais c'est la femme d'O.J. Simpson. Nicole Brown. C'est elle. C'est elle qui gît sur le perron. Elle a reçu 60 coups de couteau et elle a été égorgée si profondément qu'elle est presque décapitée. Et près d'elle, il y a le corps d'un homme qui s'avérera être Ron Goldman, le serveur du restaurant Mezzaluna, où Nicole et sa mère ont dîné ce soir. La mère avait oublié ses lunettes, il est venu les rapporter à Nicole, et manifestement, il est tombé sur le tueur. Mais qui a pu commettre une horreur pareille ? C'est à ce moment-là que l'un des détectives aperçoit un gant de cuir, marron, tout près du corps. On dirait un gant de golf, il est couvert de sang. C'est la main droite, il cherche, il manque la gauche. Si on trouve l'autre gant, on a notre tueur, non ? C'est à ce moment-là, en regardant les photos sur le mur, que les détectives réalisent que le couple a 2 enfants et qu'ils sont là-haut, dans leur chambre, en train de dormir. Vous ne pensez pas qu'on devrait le prévenir ? Au fond, c'est à lui de s'occuper de ses enfants, non ? Il habite pas loin, je crois. À 5h du matin, 3 détectives arrivent donc chez O.J. Simpson. Ils sonnent
Mais bien sûr, il ne répond pas puisqu'il est parti à Chicago. À l'arrière, ils aperçoivent le 4x4 du footballeur, une Ford Bronco blanche. « Venez voir ça !» C'est le détective Mark Fuhrman qui appelle. Il s'est approché de la voiture et il vient d'apercevoir une trace rouge sur la portière. On dirait du sang, et du sang, il en voit aussi dans la voiture. Mon Dieu, peut-être qu'il a été agressé lui aussi, il faut aller voir. Faut aller voir. Ils n'ont pas de mandat pour entrer dans la maison. Mais trop tard, le détective Mark Fuhrman est déjà en train d'escalader la clôture. Il sonne et quelqu'un lui ouvre. C'est un jeune acteur, Kato Kaelin, un beau gosse avec une chevelure de lion. Ça fait des mois que Simpson l'héberge chez lui. Il est complètement dans le coltard. Il a l'air d'avoir fumé la moitié d'un champ de marijuana. « Oji ? Oh bah il est pas là, Oji. Ah bah il est parti cette nuit, en avion je crois. Pour Chicago, je crois. » Et c'est juste après que dans le jardin d'O.J. Simpson, le détective Fuhrman tombe sur un gant de cuir marron, taché de sang. La main gauche, c'est la main gauche de l'autre gant, avec beaucoup de sang au niveau de l'index. Le lendemain matin, un détective parvient enfin à contacter O.J. Simpson. Il est à l'hôtel à Chicago. Allô ? Monsieur Simpson ? Oui, c'est moi. Monsieur Simpson, c'est la police de Los Angeles. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer, monsieur Simpson. Votre ex-femme, Nicole, elle est morte. Morte ? Oh mon Dieu ! Nicole est morte ? Mais qui l'a tuée ? Quand il raccroche, le détective a une sale impression. C'est bizarre ? Bah quoi ? Bah il n'a posé aucune question. Il n'a pas voulu savoir comment et quand et où ça s'était passé, rien. Et puis je lui ai dit qu'elle était morte et il a tout de suite pensé à un meurtre. Après, ça va très vite. Les analyses révèlent que le sang retrouvé sur le 4x4 d'O.J. Simpson est le même que celui qu'on retrouve partout dans la maison de Nicole Brown. Quant à la paire de gants, il y a dessus 3 traces ADN, l'ADN des 2 victimes et l'ADN d'O.J. Simpson. Et d'ailleurs, lors du premier interrogatoire d'O.J. Simpson à Chicago, les détectives relèvent qu'il a une petite coupure à l'index de la main gauche. Comment vous êtes-vous fait cette coupure, monsieur Simpson ? Oh, ça c'est rien. Je me suis coupé avec un verre quand j'ai appris la nouvelle. L'accusation est confiée à un procureur de haut niveau, Marcia Clark. N'essayez pas de le faire sourire, il ne sait pas ce que c'est. Au moment où débute cette enquête, il ne sait pas bien sûr qu'il va devenir le personnage central d'un procès qui va durer 11 mois, presque 1 an. Cinq jours après le meurtre, l'avocat d'O.J. Simpson, Robert Shapiro, reçoit un appel de la police. Monsieur Shapiro ? Oui, bonjour, monsieur Shapiro. Voilà, nous vous informons que nous allons inculper O.J. Simpson pour le meurtre de Nicole Brown et de Ronald Goldman. Shapiro est l'un des meilleurs avocats de Californie. Mais attention, dès que vous lui dites bonjour, vous lui devez déjà 10 000 $. O.J. Simpson l'a embauché sur les bons conseils de son meilleur ami, dont le nom va vous dire quelque chose. Robert Kardashian. C'est le père de Kim Kardashian, future héroïne de télé-réalité, qui, à l'époque, n'a que 14 ans. Robert Shapiro négocie avec la police. Inutile de venir arrêter monsieur Simpson devant les caméras, hein. Nous vous l'amenons. Il va se rendre avant 11h ce matin, c'est promis. Et contre toute attente, la police accepte. Elle ne veut pas de scandale, c'est tout. Devant le bureau de la police, il y a maintenant plus de 1000 journalistes qui attendent d'assister à la reddition de la star. Eh bien, ils vont attendre. À 11h, rien. La police appelle l'avocat. Oui, il va se rendre. Tu parles ? Il ne va pas se rendre. Coup de théâtre dans l'enquête sur l'assassinat de Nicole Brown, on apprend qu'O.J. Simpson, qui devait se rendre, a pris la fuite. Dans l'après-midi, Robert Kardashian et Robert Shapiro tiennent une conférence de presse. Ils expliquent qu'O.J. Simpson a échappé à leur surveillance, enfin qu'il a échappé à la surveillance de ses psychiatres parce que, paraît-il, il est suicidaire.
En direct live sur toutes les chaînes de télévision du pays, Robert Kardashian lit un petit mot laissé par O.J. Simpson. Everyone understand, I have nothing to do with Nicole's murder. Tout d'abord, je veux dire que je n'ai rien à voir avec le meurtre de Nicole. Contrairement à ce qui a été écrit dans la presse, Nicole et moi avons toujours entretenu d'excellentes relations avec des hauts et des bas, bien sûr. Et le petit mot d'O.J. Simpson se conclut par cette phrase « Je ne peux plus continuer comme ça, je vous demande de ne pas pleurer, j'ai eu une vie bien remplie. » Et ça ressemble à l'annonce d'un suicide, ça ressemble à des adieux. Mais s'il veut se suicider, alors pourquoi est-ce qu'il a pris la fuite avec un ami à lui, Al Cowlings, un joueur de football américain comme lui? Le commandant David Gayson du LAPD, le Los Angeles Police Department, déclare aux journalistes « O.J. Simpson et Al Cowlings sont désormais considérés comme des fugitifs, et je vous le dis tout de suite, nous allons les retrouver. » Et à peine une demi-heure plus tard, « Commandant, on a tracé un appel depuis le téléphone mobile d'O.J. Simpson. Et où est-il? Il est à Orange County, près de Lake Forest, sur la Santa Ana Freeway. » Lake Forest. Mais bien sûr, O.J. Simpson est allé se recueillir sur la tombe de son ex-femme assassinée. Nicole Brown a été enterrée la veille. La police se met immédiatement en chasse. Et dans le même temps, elle reçoit des appels d'automobilistes qui roulent sur l'autoroute Santa Ana, qui ont reconnu O.J. Simpson au volant de son Ford 4x4. Le commandant est furax. Qui peut m'expliquer comment le suspect a pu récupérer sa voiture, celle où on l'a retrouvée avec toutes les traces de sang? Qui peut me l'expliquer? Pas la peine de vous énerver, commandant. Ça n'est pas sa voiture, c'est celle de son ami Cowlings qui a acheté la même par totale admiration. La police d'Orange County fonce sur l'autoroute. Dans le ciel, les hélicoptères des télévisions filment la course-poursuite et la police réussit à bloquer le 4x4. « Main en l'air! Sortez immédiatement du véhicule !» C'est Al Cowlings qui répond. Il hurle. « N'approchez pas! Partez! Partez, sinon il va se tirer une balle dans la tête! Il est complètement suicidaire! Faites évacuer l'autoroute !» La police est totalement prise au dépourvu. « Qu'est-ce qu'on fait, sergent ?»« Je ne sais pas. On va pas tirer sur O.J. Simpson sans un ordre direct. Et sûrement pas devant les télévisions. » Et de fait, depuis le ciel, les hélicoptères des chaînes de télévision n'en ratent pas une miette. Alors le 4x4 repart et la police fait évacuer l'autoroute juste pour O.J. Simpson. Et à partir de ce moment-là, 9 hélicoptères vont filmer l'intégralité de la course-poursuite. Et à l'autre bout, chez eux et dans les cafés, les Américains sont collés à leur écran. NBC décide même d'interrompre sa retransmission de la finale de la Coupe de basket de la NBA. Vous me diffusez la course-poursuite sur les 3/4 de l'écran et vous me laissez une petite fenêtre pour le match. Cela dit, ça n'est pas tout à fait une course-poursuite, car à l'écran, on voit la Ford Bronco rouler tout doucement, avec 4 voitures de police qui la suivent, à 40 km/h. C'est la course-poursuite la plus lente de l'histoire américaine. Et ce qu'on apprendra plus tard, c'est qu'à ce moment-là, dans la voiture, O.J. Simpson est au téléphone avec la police qui essaye de le raisonner. À la manœuvre, il y a le détective Tom Lange de la brigade homicide du LAPD. « S'il vous plaît, O.J., jetez le pistolet, jetez-le par la fenêtre de la voiture. Vous faites peur à tout le monde. » Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Le flingue, c'est pour moi. Je cherche à blesser personne, je vous jure. Je sais que c'est pour vous, mais O.J., jetez-le par la fenêtre. Pensez à vos enfants. Je suis désolé. Vraiment, dites à ma famille que je suis désolé. Dites-le aussi à vos collègues. Je sais qu'on est vendredi, ils devraient être tous avec leur famille à cette heure-là. Cette course-poursuite va durer 2 heures, sur 75 km. Et c'est surréaliste. Plus le temps passe, et plus il y a de fans sur le bord de l'autoroute. Ils sont venus soutenir O.J., ils sont venus l'encourager. Ça fait 2 heures que la Ford Bronco dans laquelle O.J. Simpson menace de se suicider roule sur l'autoroute, avec toutes les caméras de télévision braquées sur elle. Mais ça y est, les négociations menées au téléphone par la police semblent avoir porté leurs fruits. O.J. accepte de se rendre, à condition de pouvoir rentrer chez lui et de pouvoir appeler sa famille
et surtout sa mère. Et c'est surréaliste, la course-poursuite se transforme en escorte. Et quand O.J. arrive chez lui, il est attendu par son ami Robert Kardashian, qui le prend dans ses bras. Il appelle sa mère, ils se parlent longtemps, et Simpson est arrêté à l'abri des regards et des caméras. Dans sa voiture, on retrouve $8 000 en cash, des vêtements de rechange, un revolver Magnum chargé et une fausse moustache. Pour O.J. Simpson, ça part mal, très mal. La scène de crime le désigne comme l'assassin de son ex-femme et son comportement, son évasion, a aggravé son cas. À ce stade, personne ne peut envisager qu'il est innocent. Les premières preuves matérielles tangibles transmises à la justice sont des plus compromettantes pour O.J. Simpson. Il s'agit du résultat d'analyses génétiques effectuées sur des échantillons sanguins prélevés sur les lieux du crime autour de la maison de la femme d'O.J. Simpson. Dans la nuit du 12 juin dernier, l'assassin de Nicole Brown Simpson et de son ami Ronald Goldman a laissé des traces de son propre sang. Celles-ci ont été analysées par 2 méthodes différentes et les conclusions sont formelles. Il s'agit bien du sang d'O.J. Simpson. Pour l'instant, la défense et l'accusation s'affrontent dans le prétoire du tribunal de Los Angeles pour que le juge décide quelles seront les preuves admissibles pour le procès à venir. Les avocats d'O.J. Simpson vont contester ces premières expertises à la fois sur le plan de la procédure légale et de la validité des tests. Mais ceux-ci sont réputés fiables avec un seul risque d'erreur sur 1 million pour O.J. Simpson. La présomption d'innocence semble s'étioler. À défaut, son procès sera un des plus médiatisés de l'histoire. Il commencera le 19 septembre et sera retransmis en direct sur toutes les chaînes de télévision du pays. Le 22 juillet 1994, O.J. Simpson comparé devant la Cour supérieure de Californie. Va-t-il plaider coupable? A-t-il le choix? Monsieur Orenthal James Simpson, que plaidez-vous? Monsieur le juge, je plaide absolument et à 100% non coupable. Si O.J. Simpson peut se permettre de plaider non coupable alors que tout l'accuse, je rappelle qu'il y a son ADN mêlé à celui des 2 victimes sur un gant retrouvé chez lui, c'est qu'il a embauché la crème de la crème des avocats, sa Dream Team, comme il l'appellera. Et qu'aux États-Unis, ça change tout. Et c'est parti pour le cirque des grands procès américains. Le procès Simpson est le procès le plus médiatisé de l'histoire judiciaire américaine. Déjà, en juin dernier, 95 millions de téléspectateurs avaient suivi pendant 3 heures en direct l'interpellation de l'accusé lors d'une course-poursuite sur les autoroutes de Los Angeles. Depuis, le public est fasciné par ce fait divers et les médias en rajoutent. Un village de presse a surgi sous les fenêtres du tribunal où, à partir d'aujourd'hui, commence la sélection des jurés. Il faudra sans doute au moins 3 semaines pour trouver 12 hommes et femmes qui conviennent aux avocats comme aux procureurs. Ensuite, le procès pourrait durer 5 à 6 mois. Dans la salle d'audience, il n'y a que 29 places pour le public. Une seule caméra et un seul micro ont été autorisés. Mais la retransmission des images en direct par les télévisions est suspendue à la décision du juge Ito qui préside le tribunal. Celui-ci est furieux. Des indiscrétions souvent fausses qui sont relayées par la presse. Il a déjà interdit aux chaînes de retransmettre la sélection des jurés. Et si les fuites se multipliaient, il serait obligé d'isoler les jurés dans un hôtel sans télévision jusqu'à la fin du procès. Seul moyen d'assurer à O.J. Simpson un verdict équitable. Dans ce procès, la seule sélection des jurés va durer finalement beaucoup plus que 3 semaines. Tout simplement parce que la défense veut des hommes noirs, comme O.J. Simpson, alors que le procureur veut des femmes blanches, comme la victime Nicole Brown. Finalement, il y aura une majorité de femmes noires. Le procès commence le 24 janvier 1995. Il va durer, écoutez bien, 11 mois. Au début, l'accusation marque des points, avec une reconstitution très convaincante de la nuit du meurtre, dans laquelle tout accuse Simpson, y compris des traces de pas sanglantes qui correspondent à des chaussures qu'on retrouve chez lui. Et puis il y a la révélation que Simpson a battu sa femme pendant des années. La sœur de Nicole, Denise, vient raconter. Je l'ai vu la jeter contre un mur, de toutes ses forces. En janvier 1989, il a même envoyé Nicole à l'hôpital. Et à l'époque, Nicole avait dit à la police, « Il va me tuer. Il va me tuer !» Il s'en était sorti avec un suivi psychiatrique. Et ça a continué après le divorce. Il l'a suivie dans la rue, il est passé chez elle avec sa voiture, il l'a menacée. 2 ans plus tôt,
Elle a même appelé le numéro d'urgence, le 911, pour que la police vienne à son secours. L'enregistrement de l'appel a été conservé. 911 emergency Can you get 588. someone over here now to 325 Gretna Green? He's back. Please. Okay, what does he look He's like? O.J. Simpson. I think you know his record. Can On you- retrouve aussi dans le coffre-fort de Nicole Brown son journal intime, dans lequel elle a recensé tous les abus dont elle a été victime de la part d'O.J., y compris après le divorce, avec des photos de son visage tuméfié et même un testament. Tout cela mis bout à bout est accablant. Il ne peut pas s'en sortir. Eh bien, on va voir. Parce qu'on est aux États-Unis et avec un bon avocat, on s'en sort toujours. Nous sommes le 15 juin 1995. Et c'est une journée importante dans le procès parce qu'aujourd'hui, on va se pencher sur la preuve la plus accablante contre Simpson. Les gants de cuir marron, les gants de golf, dont on a retrouvé la main droite près du corps, dans la villa de Nicole Brown, la victime, et la main gauche chez O.J. Simpson, avec dessus son ADN mêlé à l'ADN des victimes. Cette paire de gants, c'est la pièce maîtresse de l'accusation. Et pour enfoncer définitivement le clou, le procureur annonce « Je demande à ce qu'O.J. Simpson essaye les gants retrouvés sur la scène de crime. » O.J. Simpson se lève, on lui demande d'enfiler la main gauche, il pousse, il tire encore, il fait non de la tête, il essaye encore en appuyant entre les doigts, les gants sont trop petits pour lui. C'est trop serré, ça ne rentre pas. En réalité, on découvrira plus tard que son avocat Robert Shapiro a essayé les gants en douce avant. Il savait qu'il n'arriverait pas à enfiler les gants complètement. Pourquoi ? Peut-être parce que le sang les a fait rétrécir. Il paraît que les gants de golf, quand ils sont mouillés, sont très difficiles à enfiler. À partir de ce moment-là, le procès devient un cauchemar pour l'accusation. Car maintenant, c'est un autre avocat, Johnny Cochran, qui a été notamment l'avocat de Michael Jackson, qui passe à l'action. Et lui, son truc, c'est de jouer la fibre de l'injustice raciale. Toutes les preuves sont fausses. Elles ont été mises là par des officiers de police racistes qui voulaient mettre le meurtre sur le dos d'un noir américain célèbre. Le vrai meurtrier court toujours et nous allons le prouver. C'est alors qu'il sort des cassettes audio dans lesquelles on peut entendre Mark Fuhrman, le détective qui est intervenu le premier sur la scène de crime, proférer des propos racistes. Expliquer comment lui et ses collègues nettoient les quartiers noirs américains et placent de fausses preuves pour être certains d'envoyer les suspects qui ne leur reviennent pas en prison. Pire, Fuhrman aurait été surpris en train de dessiner des symboles du Ku Klux Klan sur une affiche de Martin Luther King. Et quand on l'interroge à la barre, Fuhrman ne se défend même pas. « Monsieur Fuhrman, avez-vous disséminé de fausses preuves sur les 2 scènes de crime ?»« Monsieur le juge, j'invoque le droit de garder le silence. » Il en a le droit, mais ça donne l'impression qu'il a des choses à cacher. L'avocat Johnny Cochran enfonce le clou avec une plaidoirie mémorable, marquée par une phrase qui restera dans les annales. « If it doesn't fit, you should hike it. » Si les gants ne rentrent pas, vous devez l'acquitter. Les jurés se retirent. On pense que le délibéré va durer des semaines. Ils sont de retour après 4 heures seulement. Nous, les jurés, déclarons le prévenu Orenthal James Simpson non coupable. Toute l'Amérique a suivi l'événement en direct. Au moment du verdict, le nombre des communications téléphoniques a chuté de 58%. Les réactions confirment la fracture qui était apparue tout au long du procès. Il y a eu très peu de manifestations publiques, mais l'Amérique noire pousse un immense soupir de soulagement. Et dans les églises, les prêcheurs noirs remercient le ciel. Gracious Father, we thank you for this day. This day in history. This day of victory. Mais l'histoire n'est pas tout à fait finie. En Amérique, quand s'arrête le procès pénal, commence le procès civil, où on parle gros sous, indemnisation. Et là, c'est pas pareil. O.J. Simpson est ruiné, il n'a plus les moyens de se payer des avocats de stars. Et ce procès,
il le perd. Et il est condamné à payer 33 millions de dollars de dommages et intérêts aux 2 familles des victimes. Et depuis, qu'est-il devenu ? Eh bien, il est retourné en prison, figurez-vous, pour un vol à main armée. Il était ruiné. Il fallait bien qu'il se refasse. On prend vite le goût du luxe, vous savez. Il en a pris pour 33 ans de prison. Mais rassurez-vous, il n'en a fait que 9. Il est sorti de prison le 1er octobre 2017. Et lors de l'audience qui a statué en faveur de sa libération anticipée, une de ses victimes, l'une de ceux qui l'avaient volé, est intervenue en sa faveur. Il est temps de lui donner une deuxième chance, non ? C'est juste un homme bon qui a fait une erreur ? Quand on est un demi-dieu, c'est pour la vie. Ah, un dernier pour la route. Récemment, la maison d'O.J. Simpson a été détruite pour en construire une nouvelle. Et figurez-vous que l'un des ouvriers a déterré un couteau rouillé dans le jardin. L'arme du crime ? Peut-être. Mais les experts du FBI n'ont rien trouvé dessus qui puisse à nouveau accuser O.J. Pour débriefer cette extraordinaire affaire O.J. Simpson, j'ai lancé une invitation à un concurrent, néanmoins ami, il s'appelle Frédéric Carbone, il est le présentateur du 12-14 sur France Info, donc juste avant cette émission, et il a longtemps été correspondant aux États-Unis, et avant tout c'est un ami. Bonjour Frédéric. Bonjour l'ami. Et j'avais envie d'ailleurs de vous entendre sur cette affaire O.J. Simpson. Alors Frédéric Carbone, peut-être qu'on pourrait d'ailleurs, avant de parler du cas particulier d'O.J. Simpson, évoquer ce que représente quand même le football américain aux États-Unis. C'est un sport qui est totalement inconnu chez nous en France. Est-ce que ça pèse pas là-bas encore plus lourd que le football ne pèse en France ? Ah, ça pèse sans doute plus lourd et différemment. Ça pèse plus dans le quotidien et de presque tout le monde, que l'on soit un fan absolu ou quelqu'un qui n'est pas forcément fan de football, mais qui supporte forcément l'équipe de la ville dans laquelle il est. Moi, un des souvenirs de spectateurs les plus étonnants de sport américain pendant que j'étais là-bas, c'est un match de football universitaire. Pas la NFL, pas les Stars, pas le Super Bowl. Football universitaire, ça devait être l'équivalent d'un quart de finale, on dirait ça en France, entre une équipe de l'Ohio, une équipe de la Caroline du Sud. Ça se passait en Floride. Il y avait 80 000 personnes. Le stade était absolument plein et il y avait des gens de l'Ohio qui étaient venus en voiture, qui avaient roulé 24 ou 30 heures pour venir là, et il n'était pas question qu'ils ne soient pas là. Et c'était des gens qui n'avaient pas des moyens énormes loin de là. Donc voilà, c'est quelque chose de quotidien absolu. Ça pèse plus donc presque que le foot en France, parce qu'il y a aussi beaucoup plus de marketing derrière. Évidemment, mais ça, c'est quelque chose de basique aux États-Unis par rapport à la France. Tout ce qui est de l'ordre du commercial, c'est x10, x15, x20. En revanche, dans l'imprégnation quotidienne de tous les quartiers, de la communauté, qui est une notion qui existe aux États-Unis et beaucoup moins en France, il ne faut pas voir communautarisme quand on dit communauté aux États-Unis, c'est extrêmement important. Les matchs de lycée, de high school aux États-Unis de football, il y a 3, 4, 5 000 personnes tous les vendredis soirs. Friday Night Lights, les lumières du vendredi soir, elles s'allument partout aux États-Unis pour aller regarder les gamins de 15, 16, 17 ans qui jouent au football et qui espèrent grâce à ça être suffisamment forts pour pouvoir aller à la fac et ne pas payer $60 000 par an parce qu'ils sont bons au foot. Alors ce qui est étonnant d'ailleurs au passage, et on va revenir à O.J. Simpson, hein, promis, mais c'est qu'il n'y a pas de mondialisation du sport. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça pense football américain, ça pense basket énormément, beaucoup plus que chez nous, et ça pense baseball. Et baseball, si vous me permettez. Et baseball, je sais que c'est vous votre truc, c'est le baseball. Et alors chez nous, tout ça ne pèse rien. C'est étonnant que la mondialisation n'ait pas ripolliné tout ça.
Ces sports américains sont restés très américains. Voilà. J'ai aucune explication. Effectivement, il y a du foot américain en France, il y en a un peu, mais c'est 50 personnes sur des stades autour de Paris. Oui, c'est resté américain. Alors dans ce cadre, O.J. Simpson, c'est Zidane puissance 20? Oui, c'est si vous voulez, c'est la star absolue justement de ce fameux foot universitaire, fin des années 60. Il est le type qui bat tous les records, l'université de sud de Californie, San José, dans ces coins-là. Il bat tous les records. On appelle ça un running back, c'est un coureur. C'est pas celui qui lance la balle, c'est pas celui qui court derrière la balle, c'est celui qui court avec le ballon. Et il bat tous les records. Et donc, en plus, il y a déjà des Noirs, des Africains-Américains qui sont dans le foot américain, bien entendu, mais il est celui qui va exploser tous les compteurs et qui va gagner la plus grosse somme, avoir le plus gros contrat quand il passe professionnel. Alors, il y a autre chose qui a dû étonner les gens et qui, sans doute, vous, quand vous êtes arrivé de France aux États-Unis, vous a aussi surpris, c'est ce qu'il peut y avoir comme barnum journalistique autour d'une affaire comme celle-là. C'est-à-dire qu'évidemment, en France, ça s'est pas arrangé ces dernières années sur ce plan-là, mais ça n'est toujours rien à côté de ce qui se passe là-bas aux États-Unis. C'est une dinguerie. Ah oui, Barnum, le mot est juste. Et puis c'est du minute par minute, seconde par seconde. Et vous parlez marketing sportif, il y a le marketing médiatique aussi, et ça coûte énormément de cher et ça peut rapporter énormément d'argent. Le jour où O.J. Simpson essaye de fuir, on sait même pas s'il fuyait tellement il allait pas vite sur l'autoroute. Mais ce jour-là, on coupe la finale de NBA de basket pour diffuser la chasse, la course-poursuite à O.J. Simpson. Donc, parce que ça rapporte plus d'audience encore. Ouais. Bien sûr. Évidemment, c'est le type, il avait pris sa retraite, pas regarder précisément, mais ça devait être une dizaine d'années avant, mais ça restait un mythe absolu. Très franchement, sa reconversion dans le cinéma, c'était pas exceptionnel, mais en revanche, ça restait une icône absolue du sport américain. Oui, évidemment. Alors Frédéric, c'est évidemment ça qui saute à nos oreilles quand on écoute l'histoire, c'est que donc aux États-Unis, si on a de l'argent, on peut se payer un bon avocat. Si on peut se payer un bon avocat, alors même si tout vous accuse, vous vous en sortez pépère. Oui, c'est vrai, mais ça a encore même une particularité supplémentaire, cette histoire, parce que on s'en tire en général, quand on a un bon avocat, en évitant d'aller jusqu'au procès. On négocie, vous connaissez ça très bien, oui. On négocie et on évite d'arriver au procès. On a énormément d'argent, on trouve un deal qui permet de verser des sous, mais on évite le procès pénal et l'exposition comme ça. C'est DSK. Et tant d'autres. Et tant d'autres. Mais là, ce qui est exceptionnel, oui, il a une équipe d'avocats qui sont formidables. Il y a Cochrane, l'avocat africain-américain emblématique. Il y a le père Kardashian. Et puis il y en a un troisième. Il y a Allen Dershowitz. C'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. C'est un des avocats de Donald Trump aujourd'hui. D'accord. Lui, c'est le roi du droit. Vraiment. Alors, il s'était bien réparti les rôles, les trois. Cochrane, c'est pour l'appel africain-américain, et lui, c'est vraiment le roi du droit qui va trouver toutes les failles partout. Et puis l'accusation, elle a un peu fait n'importe quoi. Elle s'est fait prendre les mains dans le pot de confiture avec l'histoire du gant. Voilà. C'est tout bascule là-dessus. Et puis il y a autre chose. Il y a quand même, après je dirais pas que c'est mon avis, c'est pas une question d'avis, mais je pense qu'il y a quelque chose qui a compté énormément dans le verdict. C'est autant le jury que les avocats. C'est-à-dire qu'on est quand même 2 ans après l'affaire Rodney King à Los Angeles. Oui, c'est-à-dire que ce qui se joue aussi, c'est le fait que O.J. Simpson est un homme, alors vous dites africain, américain, nous, on dirait noir. Oui, j'étais aux États-Unis. Voilà, donc, est un noir. Oui, absolument. Mais après, c'est un noir, mais qui n'est pas du tout emblématique de la cause noire. Mais le souvenir, ce que tous les jurés, ce que tout le monde a en tête à ce moment-là, c'est 2 ans avant, Rodney King, ce noir américain tabassé par les policiers à Los Angeles, et derrière, aucune inculpation des policiers et des émeutes pendant des jours et des jours dont tout le monde a le souvenir là-bas. Et il y a sans doute cette peur. Si O.J. Simpson est condamné, mince, il va se passer la même chose. Sans compter qu'il y a pas mal de jurés noirs dans ce procès. Et ce qui est hallucinant, c'est que O.J. Simpson est tout sauf une incarnation de cette cause noire, de la cause africaine-américaine. Ça ne l'a jamais intéressé. Mais ça ne l'a jamais effleuré. Quand il remporte ce titre de meilleur joueur universitaire dont je vous parlais tout à l'heure, en 1968, 68, c'est l'année Martin Luther King assassiné, 68, c'est l'année des Jeux Olympiques de Mexico, avec John Carlos et Tommy Smith,
les deux Américains qui sont sur le podium avec la tête baissée devant le drapeau américain et le poing ganté de noir. C'est absolument l'inverse O.J. Simpson. Il y a une histoire hallucinante, si vous me permettez de la citer. Allez-y. Il y a un documentaire qui est exceptionnel, que je vous recommande vraiment chaudement, qui s'appelle O.J. Made in America, qui est visible en France, en traduction française, qui est justement sur tout ce contexte. Et il y a un type qui raconte, on est en 70, je crois, tout début de la carrière professionnelle de O.J. Simpson, ou même avant qu'il soit professionnel. Il y a un grand raout, ils sont un banquet, il y a des dizaines de tables, il y a une table avec O.J. Simpson et d'autres joueurs noirs, d'autres personnes noires, mais il n'y a pas beaucoup de noirs quand même à cette époque-là dans ces cercles-là. Et il y a une personne qui passe en disant ah, t'as vu O.J. avec tous ces nègres? Et le type qui raconte dit moi je dirais à O.J. Simpson c'est quand même dingue cette histoire-là, enfin c'est choquant. Il dit non c'est pas un problème, moi je suis pas noir, moi je suis O.J. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup Frédéric Carbone. Je vous fais cette proposition, un prêté pour un rendu, si vous avez besoin d'un type qui sait parler du crime un jour. Je viens à France Info entre 12h et 14h, ça vous va? Mais ça sera avec grand plaisir. Ça sera avec grand plaisir. Frédéric Carbone de France... Ou du Pays Basque, ou d'autres choses. Ou d'autres choses. Hein? Frédéric Carbone était mon invité pour débriefer cette histoire O.J. Simpson. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.